Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, and welcome to today's webinar AI for Everyone Building Practical Skills for the AI Driven World. On behalf of AI Certs and Tech Competencies, I'd like to thank you all for taking the time to join us today, and we are excited to see such a diverse group of professionals, learners, and AI enthusiasts here with us. Today's session is brought to you by two organizations committed to empowering professionals with future ready skills. AI Certs is focused on making AI education accessible and practical for professionals across industries, helping individuals move from awareness to real world application. Tech Competencies is a global training and consulting company specializing in telecom, IT, and digital transformation. With a strong footprint across Europe, the Middle East, and beyond, they have been instrumental in delivering high impact technical training and enabling organizations to upskill in emerging technologies. As AI continues to reshape industries, one thing is very clear: AI is no longer just for data scientists or engineers, it's becoming an essential skill for everyone, every department. Whether you are in business, marketing, operations, or technology, understanding how to practically use AI tools can significantly enhance productivity, decision making, and innovation. And that's exactly what today's session is about: moving beyond theory and focusing on practical, applicable AI skills that you can start using right away. To guide us through this journey, we are delighted to have with us Amir Khadri. Amir is a highly experienced telecom and technology trainer with over 15 years of global expertise. He has delivered training in more than 60 countries, working with telecom operators, IT companies, regulators, and government institutions. His expertise spans across cutting edge domains such as 4G, 5G, AI, IoT, and digital transformation. In addition to his technical depth, he is also an accredited agile trainer and coach, helping organizations build real, practical capabilities, not just the theoretical understanding part. As the founder of Tech Competencies, Amir has been at the forefront of bridging the gap between emerging technologies and real world application. We are confident that today's session will give you valuable insights and actionable takeaways. Without further ado, I'd like to hand it over to Amir. Amir, the stage is all yours. Thank you very much, Nadia. That was great introduction. I didn't expect a beautiful introduction like this one, but thank you very much. Thank you, everyone. Hello, everyone. Bonjour à tous, à toutes et à tous. مرحبا بكم. السلام للناس الكل. I see an audience that is French speaker among us here. Probably I would be switching between English and French to make it easier for everyone to enjoy today's webinar. So welcome everyone. This webinar is an introductive webinar for people that are interested in AI. Donc ce webinaire est très très intéressant pour ceux qui sont intéressés par l'adoption de l'IA dans leur domaine d'industrie, que ce soit dans une industrie de la santé, que ce soit du commerce, que ce soit de l'IT, que ce soit du média, du marketing. Aujourd'hui, on parle trop de l'IA, mais c'est un peu compliqué d'en savoir plus pour savoir adopter l'IA, de faire l'onboarding des équipes pour pouvoir assurer une transition vers des tâches qui sont 100% faites par des humains en collaboration avec des machines basiques qui font des exécutions basiques, vers l'introduction d'un digital twin. On parlait de digital twin, c'est un jumeau numérique qui va permettre en fait d'avoir un collègue. Cette fois, c'est pas un collègue humain, mais ça sera un collègue synthétique ou bien de l'IA, moyennant en fait les données et l'expertise que vous avez fait auparavant. Donc, durant cette heure de temps, on essaiera ensemble en fait d'introduire un peu pas à pas l'importance de l'adoption de l'IA dans ce changement drastique dans le monde. On verra ensemble aussi comment, en tant que, à mon niveau, n'importe quel niveau, je suis industriel, ou bien je suis dans le service, ou bien dans tout ce qui est healthcare, ou bien banque, finance, comment est-ce que je peux me préparer à ce changement rapide? Ça sera du jour au lendemain, ça sera très rapide. Donc, comment on peut se préparer pour avoir notre place
et même exceller dans un marché de travail d'autant plus compétitif. Donc, laissez-moi tout d'abord commencer avec une simple introduction des objectifs en fait de cette présentation. Tout d'abord, on va comprendre ensemble avec un jargon très très simple quels sont les concepts de l'IA. Maintenant, l'IA, tout le monde en parle. Il y a sur les radios, on trouve ça sur les reels des social media, on parle de ça de manière et d'autre. On dit que c'est un danger, ça va prendre notre boulot, ça va prendre peut-être bien notre place. Il y a d'autres personnes qui parlent de plutôt une amélioration du travail, de la qualité du travail, réduire les heures de temps de travail, avoir une facilité d'exécution des tâches, avoir moins de stress au travail, améliorer la qualité en fait des services pour les clients variés. Donc on va voir ça ensemble avec des explications faciles de la couche donnée qui est le savoir. Je vais faire une petite analogie entre les termes techniques et les termes de notre vie quotidienne. Donc le savoir qui est les données qui va être partagé avec des machines similaires aux humains dans leurs interprétations et autres. On va voir aussi ensemble quels sont les outils qui peuvent améliorer notre vie quotidienne, pas seulement dans le monde professionnel, avec nos enfants dans leurs études, dans notre quotidien, comme chez nous, organiser nos maisons avec des smart houses, organiser nos édifices avec du smart building, améliorer la consommation d'énergie avec des smart meters, améliorer notre qualité de vie en général grâce aux outils qu'on est en train d'intégrer avec de l'Internet des objets, plus une couche intelligence artificielle. On va voir aussi les challenges. Alors, du point de vue éthique, cette IA que je suis en train d'utiliser, qui va savoir tout sur moi, on parle avec l'IA de tout et de rien. Les gens sont parfois dans une certaine conversation avec des outils IA, des agents IA, sur des choses qui sont un peu privées. Donc, quel est le challenge éthique sur l'adoption de l'IA? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des régulations? Est-ce qu'on est en train de se préparer du point de vue régulatoire pour faire en sorte que cette IA ne passe pas, ne fait pas de dérive, ne passe pas en fait les informations privées des entreprises ou bien des individus et comment on peut éviter ce genre de dérive. Finalement, on va voir ensemble comment on peut organiser un learning path, comme un chemin de savoir. Dès aujourd'hui, je veux apprendre comment écrire un bon prompt pour mon IA. Par exemple, je travaille dans une industrie, je veux améliorer mon industrie. Comment je mets un bon prompt pour la meilleure IA pour avoir des conseils et des améliorations dans mon industrie. Si je suis dans tout ce qui est hôpitaux, cliniques, pharmaceutiques, médicales, j'aurai besoin d'un prompt et d'une interaction avec une IA qui va m'aider à organiser les dossiers des patients, qui va m'aider à avoir une idée sur l'historique du patient. Ça va être mon assistant qui va m'aider. Comment on peut apprendre tout ça? Quelles sont les étapes à faire? Eh bien, c'est un chemin de savoir comme dans n'importe quelle langue qu'on apprend, comme dans n'importe quelle technique qu'on apprend, il faut passer voilà, des fondamentaux, des détails les plus simples jusqu'aux détails avancés. Comment aider cet agent avec nous à comprendre ce qu'on veut de lui et comprendre très très bien notre domaine de travail et interagir d'une manière plus ergonomique. Donc, si j'avance un petit peu en avant pour ce webinaire, je vais commencer par les mots-clés les plus simples. La définition d'une intelligence artificielle, à propos, ça date de plus que 70 années. Les premières IA ont été conçues dans les années 50 du siècle dernier. Et on a eu même des IA aux années 90 qui ont vaincu le champion du monde de l'échec. C'est la solution IBM Watson qui a appris comment jouer l'échec et elle a appris à jouer contre elle-même pour se développer. Donc ça date d'un peu de quelques années quand même. Et comment utiliser cette IA? C'est ça la question. Ok, on a des algorithmes, des experts d'IT, j'ai un système d'information, j'ai une appli sur mon mobile. Je sais bien comment interagir, moi, avec un algorithme déjà prêt pour faire une tâche. Envoyer un email, définir un rendez-vous, gérer un client. Mais la question qui se pose, est-ce que je peux développer une entité synthétique qui interagit avec moi, qui comprend
mes besoins, qui comprend mon travail, qui apprend la totalité de mon travail, comme un collègue avec moi au boulot, euh, comme un stagiaire qui commence stagiaire et ensuite il apprend très vite. Comment on peut faire ça? Quels sont les mots-clés qu'on en aura besoin, tels que intelligence artificielle, tels que machine learning, tels que agent IA, tels que orchestration? Ça, on va le comprendre avec des termes qui sont plutôt proches de notre quotidien. On va voir aussi comment ça fonctionne. Est-ce qu'on doit faire tout nous-mêmes ou bien on doit travailler avec des solutions payantes? Est-ce qu'il y a des solutions gratuites? Et si c'est vraiment gratuit finalement, parce que finalement on leur donne les données. Là, lorsque vous travaillez avec ChatGPT, vous envoyez vos photos pour modifier vos photos, vous êtes en train d'entraîner ChatGPT. Parce qu'avant cette action-là, il était avec une performance A, et après cet exercice avec 1 milliard de personnes ou bien 500 millions de personnes qui l'utilisent, il va devenir meilleur. Et comme ça, il n'y a pas de gratuité, vous êtes en train de faire du test, de la validation, de l'amélioration de la solution. Donc là, je vous invite durant cette session à poser des questions. Quelle IA utiliser? Est-ce qu'on doit partager tout sur l'IA? C'est ça, c'est de ça qu'on va discuter. Après les fondamentaux, on va passer à la deuxième partie qui est l'impact sur tout ce qui est business. Bah, je vous donne l'info immédiatement. Hier, HSBC, la grande banque américaine, elle a décidé en fait de licencier 20 000 employés suite à l'adoption d'agents IA. Et ça se fait depuis longtemps. Moi, je suis dans la technologie et la transformation digitale depuis un bon bout de temps. Et je sais, dans le secteur assurance et banque, par exemple, ils utilisent massivement des agents IA moyennant des solutions telles que T-24 ou bien telles que Pegasystem et d'autres solutions. Et maintenant, on utilise même avec Microsoft ce qu'on appelle Copilot. Copilot, c'est le pilote à côté de celui qui conduit la voiture de rallye. Voilà. Donc, le copilot, il existe depuis longtemps, il est en train d'apprendre. Donc, aussitôt que vous utilisez votre CRM, au lieu de faire une analyse avancée qui va prendre 2, 3 journées pour générer un rapport pour l'élite, tu peux demander directement à Copilot, maintenant il peut le faire. Et ça va impacter le travail. Il y a des gens qui doivent, aussitôt qu'ils entendent ce que je suis en train de dire, décider en fait d'apprendre plus sur l'IA pour devenir les employés du futur. Parce que, je ne vous cache pas, il y a certaines tâches de routine, telles que designer, telles que rédacteur, telles que rapporteur, telles que planificateur, telles que call center, ça va peu à peu disparaître parce que la machine, elle le fait mieux que l'humain, elle le fait 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir de risque de conflit, sans avoir de risque de lenteur, de problèmes de performance. Mais ça ne veut pas dire que nos amis qui travaillent dans les call centers, nos assistants et tout ça, vont perdre leur boulot. S'ils décident bien d'apprendre plus sur l'IA, ils vont utiliser ces agents-là. Ils vont devenir des administrateurs d'agents IA, des orchestrateurs, des rapporteurs sur les agents IA. Et là, j'invite tout le monde à comprendre cet impact. Ça va venir dans le secteur bancaire, dans le consulting, dans l'industrie. Et pour réussir ça, il faut immédiatement en fait définir un plan de savoir et de connaissances. Je vous invite à prendre des cours qui sont particuliers, ça existe partout. Les cours de chez Nvidia, de chez Microsoft, Google, Microsoft et d'autres consortiums. Ça, c'est des cours qui vont vous introduire en général l'IA ou bien des outils spécifiques. Et je vous invite aussi, en fait, à avoir un learning path avec des certifications qui vont augmenter vos chances d'évolution, en fait, dans le marché professionnel. Je vais passer ensuite à une partie très importante qui est la partie éthique et le futur de l'IA. La partie éthique, c'est surtout les lois et régulations. On va parler du JDPR, c'est l'RGPD en français, c'est les règles générales de protection de données. Et on va parler aussi de California Consumer Protection Act aux États-Unis. Ce sont des règles pour protéger les données des entreprises et des individus. في تونس نسميه حماية المعطيات الشخصية. كذلك في الخليج موجود هيئة المعطيات الشخصية مثلا في المملكة العربية السعودية. Ça, c'est des lois et des régulations قوانين يتحطوا باش يحميوا المعطيات نتاع المواطن والمعطيات نتاع المؤسسات. Est-ce qu'il y a des règles côté IA? Bien sûr, c'est pour ça, faites attention. N'utilisez pas n'importe quel site IA. Il y en a plein aujourd'hui. كلهم يستعملوا في des API.
Donc, un site, نسميه احنا لبلبي. Ce site Lablabi utilise en background euh, ChatGPT. Il utilise par exemple Claude IA. Mais finalement, tes données passent par ce site-là. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre des rapports de patients type IRM et scanner et tout ça. Ça, c'est privé. Il ne faut pas mettre des données bancaires. Il ne faut pas mettre des données confidentielles, des copies de passeport, des trucs pareils. Faites attention. Ça, c'est la maturité dont on veut en arriver chez nous, même chez les écoliers. نحبوا نحكيوا معاه الشيء هذا على اللي يقراوا في المدارس حتى في البريمير, secondaire et universitaire. Ils doivent avoir une certaine maturité numérique. Et il faut en savoir plus, bien sûr, sur la sécurité informatique et les éthiques, et surtout dans l'utilisation massive de l'IA. Il faut aussi avoir ce qu'on appelle le job market shift. Il faut redéfinir l'emploi. Là, aujourd'hui, je le partage franchement. Les programmes scolaires, universitaires et tout ça sont des programmes du passé, même du passé loin, malheureusement. Et il faut faire un shift, il faut redéfinir en fait les connaissances. Il faut être médecin, mais médecin qui connaît l'IA. Parce qu'il y a de l'IA sur le healthcare. Dans la clinique, tu utilises un scanner général électrique ou bien Siemens, c'est connecté à un outil IA qui va t'assister pour détecter un cancer avec un mammographe ou bien détecter en fait une fracture avec un IRM et tout ça, ça va aider grâce aux données de milliers et millions de personnes auparavant. Donc, il faut redéfinir le marché de travail. Il faut aussi, à travers cette redéfinition du marché de travail, s'il vous plaît, il faut faire un upskilling, il faut faire une montée en compétences. Celui qui connaîtra, qui aura en fait les certifs nécessaires et les connaissances nécessaires en IA, c'est celui en fait qui va être le leader du changement, du change management. Rappelez-vous de ça. Donc, demain, après-demain, dans le futur proche, vous aurez un directeur de banque qui va poser une question très très simple à ses managers. Qui sont les experts IA dans la banque? Comme ça, ils seront les leaders et ils seront les pilotes en fait de l'adoption des solutions IA dans votre atelier ou bien dans votre industrie. La même chose, un peu partout. Donc, ceux qui vont avoir, c'est toujours comme ça, ceux qui arrivent le premier, ils partagent le plus d'opportunités. Donc, ceux qui vont investir en eux-mêmes, investir dans un planning en fait de montée de compétences et de certification, ils auront en fait un avantage suprême sur le marché de l'emploi, sur l'entrepreneuriat et autres. Finalement, on va voir la description détaillée de cette partie en fait montée en compétences avec une explication d'un cours qu'on offre ici chez AI Search en collaboration, un cours AI pour tout le monde, pour expliquer jusqu'au celui qui a une thèse, une doctorat, une expertise à n'importe quel domaine. Donc ça va permettre en fait voilà, de faire une montée en savoir, de faire une ouverture vers le sujet de l'IA, mais avec les outils nécessaires, avec les concepts nécessaires. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc, est-ce qu'on aura besoin aujourd'hui d'IA un peu partout dans notre vie? Cette image-là, elle paraît, si on aurait partagé cette image il y a 5, 6 ans, tout le monde aurait dit c'est de la science-fiction. Mais est-ce que vous avez remarqué dans les événements et les foires, en fait, comme la foire cantonaise de Chine, on a vu des robots qui faisaient une démonstration Kung Fu. On voit maintenant des robots qui se vendent en Chine comme assistants à domicile pour personnes âgées. On trouve des robots qui connaissent bien en fait comment traiter en fait les personnes âgées, comment communiquer dans une maison, comment vérifier en fait les besoins d'une maison. C'est grâce en fait à une évolution qui a commencé un peu plus tôt avec Alexa, avec Siri, avec Google Assistant. Donc depuis 15-20 ans, on était en train d'entraîner l'intelligence artificielle pour qu'on puisse la robotiser après. Donc tout ce qui est industriel aujourd'hui, les fabriques et usines de voitures maintenant, elles sont à 99% robotisées. Auparavant, il y avait un être humain qui faisait en fait bouger en fait voilà les robots ou bien voilà les outils en fait grâce à un outil semi-automatique. Eh ben, on a mis en fait une observation pour comprendre cet humain, pour comprendre le process, et finalement, on a fini par automatiser tout.
De même, en fait, pour les personnalisations qu'on trouve maintenant dans tout ce qui est social media, tout ce qui est Netflix, Spotify, Amazon Prime, qui détectent vos préférences à partir de vos informations personnelles. C'est une IA. Chaque client aura une IA. Le marketing dans le futur, ça ne sera pas du marketing en masse. Auparavant, on ouvrait la télé, il y a une pub sur un jus, sur une boisson, sur n'importe quelle autre chose. Et bien, c'était du massif. Aujourd'hui, on parle du spécifique parce que chacun peut avoir une IA qui le suit, qui suit ses navigations, qui suit ses préférences. Et à partir de ce, on aura une personnalisation en fait des choix de la publicité. De même pour la navigation, et ben Google Maps, il se rappelle de tes itinéraires, il se rappelle en fait de tes routes. Et comme ça, peut te proposer ça, ça existe déjà. On l'a aussi dans le quotidien. Mais imaginez en fait une voiture autonome. Et ben elle va prendre tellement de nos navigations précédentes. Ça s'est développé, ça se développe à chaque jour grâce à nos expériences. De même pour la communication, tout ce qui est filtre pour spam, pour automatisation des messages. Maintenant, on trouve sur WhatsApp un répondeur automatique. Peut-être après 1, 2, 3 années, il y aura un outil payant sur WhatsApp pour répondre à ta place et prendre des rendez-vous et demander ce que le client veut ou bien ce que l'individu veut pour remettre un rapport après la communication. Bah, c'est éminent, c'est bientôt. Et bah, ça, c'est très important pour comprendre que ce qu'on a fait auparavant, ce qu'on a vécu auparavant avec la technologie, c'était une préparation, c'était une collecte de données, une collecte d'expérience, un retour sur expérience. Et c'est des couches et des itérations pour générer en fait une transition vers tout ce qui est automatisation. On commence par automatiser manuellement et ensuite on arrive à un niveau en fait d'automatisation grâce aux agents IA. Ça permet aussi d'augmenter, d'améliorer les performances. Ça sera plus seulement un cerveau humain qui donne des idées, qui fait du brainstorming. Ça sera des millions en fait d'agents IA qui interagissent avec des humains qui développent une connaissance collective. Rappelez-vous, moi, si je passe par un cursus universitaire, je vais apprendre l'ingénierie ou bien je vais devenir médecin ou bien je vais devenir un prof de langue, par exemple. J'ai un savoir intrinsèque à moi et il n'est pas partagé avec tout le monde, sauf que si je communique dessus. Lorsqu'on parle de l'IA, c'est une base de données partagée. C'est un savoir partagé. On a une IA qui a la capacité de lire les données de librairies universitaires un peu partout dans le monde, et lire des expériences des individus et lire des expériences des systèmes d'entreprise afin de générer une couche de savoir, un knowledge base qui est très développé, très indexé. C'est ce qu'on appelle le big data, c'est les données géantes. Après, sur cette couche, on aura une partie de machine learning. Grâce à l'IA, en fait, on peut lire et apprendre et réapprendre et redévelopper. Et c'est ça, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui. On peut accélérer même ces opérations-là. Si je demande à n'importe quelle personne dans l'audience, je veux, en fait, que vous me faites une analyse, par exemple, sur l'impact du sucre, en fait, sur les enfants et ce que ça va donner, en fait, pour les adolescents de l'année 2030, par exemple, les risques, en fait, d'utilisation massive du sucre, les risques de cancer, de diabète et tout ça, quelles sont les statistiques. Et ben l'IA, elle va le faire en quelques secondes parce que ça va faire une analyse en fait des données médicales un peu partout dans le monde. Ça va faire ce qu'on appelle linear regression, les résultats d'aujourd'hui par consommation de sucre et ça va projeter ça sur les 5 années qui vont venir. Et c'est massif l'utilisation en fait de l'IA dans la prédiction grâce aux données précédentes, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans n'importe quel domaine où on aura besoin en fait de prédire, de faire des projections du futur. Ça va permettre aussi de faire tout ce qui est linguistique grâce au développement qu'on a aujourd'hui, grâce au decision tree, grâce au réseau neurologique qu'on développe maintenant. On s'inspire en fait de l'intelligence humaine pour développer des couches d'analyse plus développées grâce à l'IA. Donc ça,
nous donne une petite définition de l'IA finalement. Donc l'IA, en fait, c'est l'utilisation en fait de l'ingénierie, que ce soit des machines mécaniques, que ce soit des machines électroniques, afin de mimer la nature pour résoudre des problèmes. Rappelez-vous de ça. Il y a des milliers d'années, les Grecs sont les premiers qui ont imaginé une machine qui fait les choses. On a des inventions comme dans tout ce qui est, tout ce qui est en fait médical ou bien astronomique. Il y a nos ancêtres, en fait, que ce soit les Arabes ou bien les Romains ou bien n'importe quelle civilisation, ils ont généré des machines mécaniques comme les montres, par exemple. Et ben, c'est une solution d'intelligence artificielle. C'est pas d'une intelligence naturelle. C'est pas un aigle qui a appris à voler ou bien un humain qui a appris à compter. C'est finalement en fait une conversion d'une intelligence qui existe dans la nature en quelque chose créé par l'humain grâce à une machine, que ce soit mécanique ou bien une intelligence électronique. Et ça a commencé, l'intelligence électronique, depuis le post-Deuxième Guerre mondiale avec les années 50 et l'expérience de Turing, qui a généré en fait, grâce aux moyens de cette ère-là, une machine qui permet en fait de calculer plus rapidement. Et depuis, en fait, on commence à enchaîner, à accumuler en fait le savoir qui nous a permis en fait d'avoir des capacités chez les machines ou bien tout ce qui est électronique qui permettent en fait tout ce qui est computing, tout ce qui est solutions informatiques et grâce aux processeurs silicone ou bien des processeurs plus développés dont on parlera peut-être bientôt, ça nous permet en fait d'adopter des modèles de machine learning, une machine qui lit toute seule, qui apprend grâce à une base de données. Ça nous permet de résoudre des problèmes très complexes. Que vous le sachiez ou pas, l'ADN humain était très compliqué à décortiquer pour des êtres humains. Mais maintenant, avec une machine learning, avec des capacités de processing énormes, finalement, l'ADN humain, ça peut être stocké dans une base de données. C'est des suites en fait d'enzymes et de protéines et tout ça qui sont facilement analysables par une machine. Et ça a permis rapidement en fait à analyser en fait l'ADN humain, même détecter là les gènes qui peuvent être causeurs de cancer à propos. Et c'est à base de statistiques à propos, ouais. La perception, ça nous permet aussi d'avoir une perception visuelle et audio aussi, et même tridimensionnelle et d'autres types de perceptions à propos. Ça nous permet en fait d'analyser les imageries médicales, astronomiques, d'analyser en fait le comportement du consommateur. Euh, L'université avec laquelle je travaille en Angleterre, elle développe en fait une IA qui permet en fait de faire un profiling et un screening psychologique des individus chez les enfants, surtout à l'école, pour détecter les situations anxiogènes, pour détecter les enfants qui ont de TDAH ou bien qui ont des problèmes de lecture et tout ça, grâce aux patterns. Les patterns, ce sont les bases de données de comportements similaires et comme ça, la machine, elle peut comparer et générer des rapports. Les langues aussi sont gérées par l'IA. Maintenant, c'est du temps réel. Vous pouvez avoir une traduction en temps réel de toutes les langues du monde et ça permet en fait d'étaler les capacités des entreprises. Par exemple, si je reçois, par exemple, dans mon hôpital, un patient malien qui parle de Bambara. Moi, je ne parle pas le Bambara. Donc, si j'aurais besoin d'un traducteur, c'est compliqué à trouver, c'est coûteux. Donc, pour ma clinique, avoir en fait un outil qui permet une interaction en temps réel entre médecin, cadre médical et patient, ça permettra de faciliter la chose. Et là, ça améliore l'expérience des clients, l'expérience en général dans nos environnements de travail. Ça nous amène immédiatement aux catégories en fait de l'IA aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on parle du narrow AI qui est les algorithmes de base qui permettent en fait de détecter la détection faciale qui se trouve dans votre téléphone ou bien dans les entrées d'immeubles. Il y a les chatbots, par exemple, si je veux poser des questions, par exemple, sur le cours de maths de mon fils, ou bien sur des questions-réponses sur des choses même basiques, type études, voyages, savoir, n'importe lequel. Les chatbots vous permettent en fait d'avoir une interaction par texte et maintenant
bien sûr par voix depuis longtemps, mais aussi par avatar. On parle maintenant d'interaction en 3D grâce au VR. On peut avoir un avatar qui communique avec nous, voix et aussi visuel. Il y a aussi des systèmes de recommandation qui sont massivement utilisés, type dans le domaine médical. Si on a de l'imagerie médicale, bien sûr, l'avis du médecin est primordial, mais si on a en fait des outils qui peuvent comparer, qui peuvent aider le médecin à faire une décision plus précise, ça sera bien. De même, en fait, dans le bancaire, dans la finance, dans l'investissement, c'est massivement utilisé. Ça a été utilisé depuis longtemps à propos le Narrow AI. Siemens, General Electric dans le médical, euh, Bloomberg dans la finance, ça existait depuis longtemps. Mais maintenant, pour le public, ça, on le voit. Rappelez-vous ce que vous voyez aujourd'hui, c'est les inventions d'une dizaine, une vingtaine d'années, et c'est utilisé dans un cadre bien spécifique, comme tout ce qui est finance, tout ce qui est recherche et tout ça. Mais maintenant, c'est au grand public. Mais il faut s'attendre à ce qu'on appelle le General AI, qui est très important aujourd'hui à adopter. Très important pour vous tous. Je vous rappelle, c'est important en fait de définir pour chacun de vous un agent IA ou plusieurs agents IA qui peuvent vous aider. Ce sont des agents qui vont se définir à la base de votre interaction. C'est un twin, c'est un miroir. Il va apprendre de vous, il va se développer, c'est comme un bébé, c'est comme une petite machine virtuelle qui fait tourner en fait un agent qui va apprendre de vous. Et ces agents peuvent communiquer entre eux. Disons que j'ai un e-commerce. Je suis j'ai un site e-commerce et voilà, un designer. Je préfère avoir une IA qui l'aide. Et ben, cette IA, elle va recevoir tout ce qui est shooting que fait mon équipe et cette IA va automatiquement traiter les images, générer du contenu et tout ça. Après, cette IA peut communiquer en fait avec une IA qui gère le site web pour, euh, pour, euh, pour faire de l'upload de contenu, qui gère les social media, et une IA qui gère aussi les commandes, après qui gère la livraison. Tout ça peut être en fait développé, mais pour le développer, il faut avoir un humain qui interagit, qui entraîne. Ça, on appelle ça du AI training. C'est de la formation et de l'entraînement de cet agent IA. Bien sûr, ça va apprendre de vous, mais ça va apprendre un peu de partout dans le monde. Ça dépend du fournisseur que vous utilisez. Donc, c'est pour ça que des agents IA comme Perplexity, comme Claude sont plus populaires que d'autres. DeepSeek aussi, Manus. Moi, j'ai une petite voilà, je diversifie un petit peu les exemples pour des choix variés. Rien que parce que ces exemples d'IA que j'ai partagés ont déjà été utilisés un peu partout dans le monde. C'est pour ça que Humane, par exemple, en Arabie Saoudite, utilise DeepSeek parce que ça a été utilisé massivement dans l'industrie. Donc, ils ont ramené ça à l'oil and gas. C'est pour ça que Claudia est utilisé d'une manière massive dans tout ce qui est écriture de code. Pour mes amis qui m'entendent, qui sont dans le développement informatique, surtout aujourd'hui avant demain, s'il vous plaît, apprenez à utiliser des agents IA pour le codage, pour le test validation, pour le pen testing et tout ça. Bah, ça nous entraîne à quelque chose de très important dans le même niveau du général AI. Dans tout ce qui est agentic AI, on aura besoin d'orchestrateurs. Et c'est vous l'orchestrateur. Donc imaginez que vous étiez en train de faire le travail tout seul, 5, 6 tâches. Aujourd'hui, vous allez configurer 5 IA, 5 agents IA. Et si vous qu'allez orchestrer tout ça, donc, avec une équipe, tu as développé une équipe, tu as monté une équipe. Et ça coûte combien? Un agent IA, ça coûte $1 par mois, $2, pas plus. Donc, ça permet en fait de rabaisser en fait la pression que tu as sur ton travail. Ça permet pour ton business de faire une évolution rapide, le growth. Si on a un business, si on a une industrie, si on a une activité, si je veux que ça évolue très vite, ça coûte beaucoup d'argent. Recruter des gens, acheter des PC, un espace de travail et tout ça. Mais grâce à l'IA, ça va vous permettre de faire une évolution moins coûteuse pour votre business. Ça va réduire l'horaire de travail. On a déjà entendu des propositions type dans les pays scandinaves, ils travaillent déjà 6 heures par jour. Et ils travaillent en alterné avec du régime hybride. Maintenant, on pense à donner plus de temps pour les gens, pour eux, pour leur famille et tout ça. Ils peuvent travailler
moins de 6 heures, 4 heures. Pourquoi pas une demi-journée? Pourquoi pas 3 fois, 4 fois par semaine? Comme ça, ils passent plus de temps à faire du bien autour d'eux, plus de temps avec leur famille, tout ça. Donc, c'est ça, en fait, déjà une partie éthique dont on va parler a priori bientôt. Et c'est surtout ce que j'essaie, en fait, de partager avec ceux qui travaillent dans le gouvernemental. Il faut définir d'ores et déjà des lois et des règles pour l'IA. On veut passer à l'IA, mais d'une manière safe, sans risque. Sans risque pour les données, sans risque pour la vie privée, sans risque pour l'emploi, sans risque pour la collision avec le cas où on dispense des employés parce qu'on utilise l'IA. Ça ne devrait pas être permis. Et ça s'est passé avec HSBC, comme je vous ai bien dit. Ça s'est passé avec Amazon qui s'est libéré de 100 000 employés, malheureusement, un peu partout dans le monde. Ce qui est un grand risque. On ne veut pas en arriver là. Finalement, on veut arriver à un niveau, ce que veulent, finalement, pour être honnête, je ne suis pas d'accord. Hein. Tout ce qui est super intelligence, qui est un peu une évolution philosophique de l'IA. Qu'on arrive à un niveau où l'IA est autonome et l'IA peut développer des IA, peut absorber les données du monde, peut résoudre des problèmes qu'on n'a jamais compris, qui peut définir des paradigmes qu'on n'a pas utilisés auparavant. Rappelez-vous que ce qu'on utilise comme langue, on l'a défini. Ce qu'on a défini comme chiffre, on l'a défini en tant qu'humain. L'IA peut définir peut-être quelque chose de meilleur. Pas- Peut-être si ça résout en fait des problèmes, des postulats, des règles de mathématiques, de physique qui ont été bloqués depuis des centaines d'années, en quelques jours, ça flippe un petit peu. Donc, il faut des règles et des régulations pour éviter d'arriver à la superintelligence sans des barrières de sécurité pour l'humanité. À propos, ce cours ne fait pas partie des cours qui en parlent de ça. C'est déjà des discussions académiques sur la partie superintelligence. Et si vous serez peut-être fidèle à cette série en fait de Conf, et je serai très content en fait de partager avec vous les challenges et comment on peut se protéger des challenges relatifs à la superintelligence. Bah, j'avance un petit peu, laissons un petit peu ces trucs flippants à côté et revenons à nos moutons, hein, revenons à l'intelligence artificielle. Comme je vous ai bien dit, c'est du savoir. Sur le savoir, on rajoute des algorithmes autonomes qui peuvent, moyennant l'intelligence artificielle, utiliser des machine learning pour apprendre plus. Prenons un exemple. Moi, je suis médecin. J'ai 1000 patients par mois. C'est trop chargé. Je dois passer par un scanner. Le scanner génère des images. Je prends des images. Je prends parfois voilà, des extraits en fait, de cellules pour les analyser avec un anapathe, qui est le médecin en fait, qui analyse via l'imagerie médicale les cas de cancer, par exemple. Je parle de cancer parce que la rapidité dans la détection de cancer, chaque minute compte. Donc, imaginez en fait un process qui prend, on va dire, entre une semaine jusqu'à 4 semaines pour définir en fait le niveau d'avancement d'un cancer. Avec l'IA, entre l'imagerie et l'analyse automatisée et la proposition de l'IA sur le cas, ça prend quelques minutes. Grâce à quoi? Grâce à la machine learning. Parce que l'IA, elle a appris des cas précédents. Quelles sont les cellules qui représentent une anomalie dans le corps humain? Quelles sont les cellules qui peuvent être définies comme un cancer bénin ou bien un cancer, euh, bon, finalement, un cancer et un cancer, mais on va dire un cancer qui se reproduit et un autre qui ne se reproduit pas. Et ça peut même proposer des remèdes, que ce soit aller dans l'hygiène de vie ou bien aller dans une chimio ou bien dans une extraction voilà, du corps et tout ça. Donc là, on peut avancer avec du deep learning, c'est ça. Le deep learning peut, à travers une analyse, en fait, définir en fait un réseau neurolinguistique et neuroanalytique qui permet en fait d'analyser ces données-là et ça permet à un niveau plus supérieur de décider. La générative AI, c'est une IA qui peut faire des actions, qui peut demander des analyses avancées, qui peut demander en fait, qui peut donner des avis plus avancés dessus. Et notre cours
il vise particulièrement à comprendre cet enchaînement en général pour qu'ensuite on peut aller dans un plan en fait, de formation spécifique au domaine d'expertise. Bah, pourquoi c'est important? Je vous ai dit que bientôt, vous aurez en fait un upgrade dans les logiciels, que ce soit une personne qui travaille dans le gouvernemental, dans l'industrie, la finance, dans l'éducation, le healthcare, un peu partout. Vous aurez des logiciels qui vont être installés. Bah, je vous dis immédiatement que c'est dans le planning en fait de la majorité en fait des gouvernements, des industries, parce que ça résout un problème énergétique, ça résout un problème de coût, de performance, ça résout pleinement de problèmes. Donc, et c'est plus un choix, c'est une obligation, parce que si on est en retard dessus, on va payer plus. Ça va engendrer des balances, ça va rendre compliqué en fait la résilience des entreprises dans l'environnement d'affaires. Et c'est pour ça qu'il y a pleinement d'investissements. Si en 2022, on a investi pratiquement un demi-trillion de dollars. En 2024, 638 billions de dollars. 2026, le budget en fait défini pour l'IA, c'est 1,70 milliard de dollars. C'est une grande chiffre. 2030, l'objectif en fait, c'est atteindre pratiquement les 2 trillions de dollars et en 2032, ça sera un 2,5 trillions de dollars. Je le vois, c'est pas quelque chose que je suis en train d'en parler, c'est pas de la théorie. Je visite des industries un peu partout dans le monde, Europe de l'Ouest, Moyen-Orient, et tout le monde est en train d'intégrer ça. C'est déjà intégré depuis longtemps. Vous n'avez pas senti ça. Je vous ai dit, avec Microsoft, c'est le copilot. Avec Pegasystem, c'est les agents IA de Pegasystem côté bancaire. Avec Temenos, la même chose. Avec Salesforce, avec les outils que vous utilisez. Maintenant, n'importe quel outil que vous utilisez, WhatsApp contient une partie IA. Instagram, tous les outils basiques, B2C. On n'en parle pas des outils industriels parce que l'utilisation de l'IA, ça optimise 90% des process. Ça réduit la consommation d'énergie, les retards, la dépendance en process et employés et tout ça. Donc ça, c'est un choix qui a été décidé et fait. C'est de l'investissement. C'est pas des gens imbéciles, c'est des gens qui, lorsqu'ils investissent 1 trillion de dollars, il faut que ça parte dans le bon endroit, hein. Et là, nous sommes finalement la cible. Donc, il faut faire un choix. Mais je le dis franchement, il faut faire un choix aujourd'hui, en fait, de décider, en fait, d'adopter l'IA dans notre quotidien de la meilleure des manières, de se préparer du point de vue technique et business, de comprendre de quoi il s'agit, parce que ça nous permettra, en fait, de gagner, en fait, à travers ce changement. À n'importe quel changement, il y a des gagnants et des perdants. Je ne vous cache pas. Ceux qui résistent, ils perdent. Ceux qui décident, en fait, de voir l'opportunité dans le changement, parce qu'il y a une opportunité, ils vont en fait investir en eux-mêmes, en leurs enfants. Je le dis d'avance, mes enfants, je les invite chaque jour à découvrir l'IA, à l'utiliser en fait pour du coding et tout ça, parce que dans 2, 3 années, les métiers du futur dépendront de personnes qui sont qualifiées à utiliser l'IA, à s'adapter avec l'IA, à écrire des prompts, non pas à une machine. Ils doivent considérer ça comme une conscience synthétique. Il faut comprendre ça. Ouais. Et là, je vous invite à comprendre là où ça va toucher le plus, c'est le healthcare. Moi, j'étais sur un projet entre STC et le ministère de Santé de l'Arabie Saoudite. Ils sont en train d'intégrer en fait une solution qui se base sur Humane, une IA développée en Arabie Saoudite pour automatiser déjà le suivi des patients, automatiser la gestion des médicaments pour réduire des pertes qui sont près d'un milliard en fait de RIA qui est perdu en médicaments périmés. L'IA, elle va gérer ça. Ils ne veulent plus de personnes pour gérer l'entrepôt. Même la partie transport au sein de l'entrepôt, ce sera du robotisé. La finance, tout ce qui est détection de fraude, algorithme de trading, risk assessment. Aujourd'hui, dans nos banques, on a des départements avec une centaine, 200 personnes pour la détection de fraude et blanchiment d'argent. Et ben, c'est faisable immédiatement avec, avec une IA. Et ça existe par défaut dans les IA, ça détecte automatiquement. Je vous parle de ce qu'on appelle le open banking qui est bientôt le digital banking. C'est quelque chose en fait qui est dans l'immédiat.
c'est dans les médias. La partie retail, tout ce qui est gestion de commerce, que ce soit point de vente, en ligne, gestion de stock, la partie personnalisation en fait du shopping, tout ça, ça sera fait par des IA, tout ce qui est transport aussi. Les véhicules que vous trouvez aujourd'hui, je vous assure, la majorité des véhicules que vous avez, vous allez remarquer ceux qui ont peut-être testé dernièrement des véhicules chinois. Moi, j'en teste personnellement lorsque j'ai l'occasion, mais vous allez être surpris. La partie véhicule autonome est désactivée, ça existe parce que ça aide. J'essaie en fait de challenger le véhicule en essayant de sortir de ma voie. Il me rend à la voie automatiquement. Mais ce qui manque, c'est la régulation. Donc, tout ce que vous voyez maintenant, healthcare, finance, retail, transport, éducation, tout ça, ils attendent des règles et des lois pour organiser l'intégration de solutions. Mais sinon, les solutions sont prêtes et ça, le prix est dérisoire. Donc, ça, vous serez les personnes qui vont intégrer ça. Il faut juste apprendre la partie métier et apprendre un peu de technique. Pas besoin d'être un expert, d'être un ingénieur, parce que c'est du plug and play. Les solutions, toutes les solutions sont facilement intégrables. Et ben, ça va permettre bien sûr d'améliorer tout ce qui est logistique. On a tous, on connaît bien les problèmes de logistique, tout ce qui est consommation de carburant dû au manque d'optimisation en fait dans tout ce qui est livraison. Ça améliore tout ce qui est service client. Service client, j'en ai vu en fait des robocalls en Angleterre. J'ai testé pas mal de robocalls. J'ai essayé en fait de faire du challenge à quelques robocalls côté banque, côté rendez-vous d'hôpital et tout ça. Et c'est tellement sophistiqué, on distingue même pas que c'est un bot. C'est une voix synthétique améliorée et développée. On arrive même à l'humour. Ça développe de l'humour lorsque ça répond à vos communications, ce qui permet d'avoir des personnes. Le métier de call center est l'un des pires des métiers, pour être honnête, pour l'être humain, parce que c'est trop stressant. Donc, passer un AI chatbot ou bien un robocall, ça permet en fait de réduire ce type de charge sur les humains. On préfère les avoir dans les départements sales, marketing, créativité, tout ça. Et ça va permettre de réduire 80% de tout ce qui est routine. C'est déjà déployé un peu partout. Donc, si vous appelez en Europe, c'est des robocalls. Aux US, c'est encore plus, mais en Union européenne, il y a toujours Bruxelles en fait qui bloque un peu l'utilisation massive des robocalls, mais ça existe déjà dans les premières phases. Finalement, il y a l'agriculture. Ceux qui travaillent dans l'agriculture, ils savent bien que les machineries, ça aide. Ça aide pour détecter les maladies grâce aux drones avec des caméras et des analyses. Ça aide en fait à la gestion de tout ce qui est irrigation, tout ce qui est fertilizer. C'est des engrais, la gestion d'engrais. Ça permet en fait de faire des rappels, tout ce qui est agritech est bien développé. On peut en arriver jusqu'au niveau de machinerie automatique. Il y a les Chinois qui fournissent ça. Il y a aussi des grandes firmes européennes qui offrent des outils en fait qui automatiquement font la collecte de fruits, d'oliviers par exemple. La gestion des oliviers, c'est un peu complexe en Tunisie. C'est l'un des projets très promoteurs qui permettent d'améliorer en fait les performances d'agriculture. Il y a aussi tout ce qui est no-code plateforme. Pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui font du développement, ils le savent tous. On utilise Claudia pour générer du code. On utilise du N8N pour tout ce qui est gestion de code. Tout ce qui est intégration, chaîne de valeur, continuous improvement, continuous delivery, tout ce qui est DevOps. Je demande massivement à mes amis qui sont dans le développement informatique, les gars, il faut apprendre N8N et Zapier. Zapier, c'est payant. N8N, c'est gratuit. Dans notre cours technique, on offre aussi les formations sur les solutions. Donc, nos ateliers de pratique incluent en fait l'intégration de N8N et Zapier sur votre domaine de développement. Donc, il faut avoir ça. Donc, pour moi, pour un entretien de développeur, à titre d'exemple, dans le futur proche, on n'aura plus à parler de Python, d'agilité, tout ça. C'est comme des ABC pour nous. Donc, nous, on cherche des personnes qui sont capables d'intégrer des agents IA pour coder, pour faire gérer des artefacts, pour tester et pour déployer. Donc, on ne parle plus d'une équipe de cinquantaine de personnes pour développer un ERP, on parle d'un architecte de solution, d'un orchestrateur humain et des outils automatiques. Tout ce qui est visuel.
Tout ce qui est visuel maintenant est automatisé. Maintenant, avec l'IA, tu peux, avec une IA, bien sûr, développée, payante, parce que les IA gratuites, ça donne des modèles qui sont pas performants tels que d'autres modèles qui permettent en fait de générer de la vidéo, de l'image, des cours en ligne et tout ça. Et surtout la partie conversationnelle. Aujourd'hui, si j'aurais besoin en fait de contacter une entreprise, une banque, une clinique pour un rendez-vous, tout ça, on n'a plus besoin en fait d'attendre un répondeur humain, les large learning models, tout ce qui est chatbot, ça permet en fait d'avoir des conversations. Ça permet aussi de gérer des prompts. Il faut apprendre à écrire des prompts. C'est comme coder pour les développeurs, c'est comme communiquer avec quelqu'un. Là, si vous allez travailler dans une firme espagnole, pour travailler avec des Espagnols et pour des clients espagnols, il faut apprendre l'espagnol d'eux-mêmes. Prompter avec un, un LLM, que ce soit ChatGPT ou bien Claude ou bien DeepSeek ou bien Perplexity, il faut apprendre à choisir les bons mots clés et à articuler d'une manière optimisée pour avoir des bons résultats. Rappelez-vous, mes chers amis, si on pose la même question à l'IA, nous tous, on aura des réponses différentes. La manière de poser la question, les mots-clés qu'on choisit, tout ça, ça influe en fait sur la réponse de l'IA parce que l'IA, c'est pas un search engine sur Google, s'il vous plaît. C'est totalement différent. Le search engine, il va te donner un résultat d'une indexation, tout simplement. Il va chercher l'indexation du mot-clé, il va vous mettre la liste des liens par pays. En Tunisie, c'est pas comme l'Algérie, c'est pas comme le Maroc, c'est pas comme l'Italie, c'est pas comme la France, comme le Madagascar. Mais l'IA, par individu, ça diffère la réponse. Parce que ton historique, il le connaît. Il connaît Ilyes, il connaît Yasmine, il connaît Zouhair, il connaît tout le monde. Il te connaît par les conversations précédentes. Et la manière de prompter sera influée aussi par la composition en fait du prompt, plus l'historique que vous avez. Et moi, je vous invite à utiliser euh, une IA dans la recherche qu'on utilise dans la recherche qui s'appelle Consensus. Et on a fait le test et on était surpris. Parce que dans un même sujet, par exemple, l'éthique de l'IA, par exemple, qui est de tendance, on a trouvé que les chercheurs trouvaient des articles différents pour la même requête. Parce que Consensus, il a compris par l'historique de recherche quelles sont les choses que je veux, moi, émir, par cette recherche-là. Donc, c'est ça la relation que vous allez développer avec l'IA, votre jumeau numérique. Il faut comprendre ça comme une identité synthétique, comme une existence synthétique. Est-ce que c'est clair? Donc, pour comprendre ça, il y a un cours qu'on offre, qui est un cours de AI prompting. Mais il ne faut pas avoir une confiance aveugle dans les résultats de l'IA. Ce n'est pas encore mature de la manière qu'on le croit. Et ça a été justifié par pas mal d'exemples qu'on a vus. Donc, il faut se mettre en tête que c'est un assistant. Et notre assistant, il peut avoir raison, il peut ne pas l'avoir. Donc, il faut avoir toujours ce mais qui existe dans la collaboration avec notre digital twin. Et pour ces problèmes éthiques, on a du long travail à faire avec tout ce qui est bias mitigation and variance, tout ce qui est réponse un peu très très loin voilà, comme donner des valeurs. Par exemple, si on demande par exemple quelle est la statistique en fait de cas de diabète dans les jeunes de 15 ans en Tunisie, ou bien au Maroc, ou bien en France. Et il y a une IA des résultats qui donnent par exemple 1% et une autre qui donne 5%. C'est une grande différence. Donc, les algorithmes de l'IA tentent en fait d'améliorer la lecture des résultats pour dispatcher ça sur un nuage et faire une ligne pour avoir une certaine moyenne. C'est le linear regression. C'est un algorithme de machine learning. Donc, ça, c'est une solution qu'on a proposée. Tout ce qui est privacy, tout ce qui est protection de données, très important. Les gars, il ne faut pas partager tout avec l'IA. Surtout une IA qui n'est pas enterprise. Si vous partagez avec Copilot sur Microsoft,
Là, je vous dis, c'est safe parce qu'il y a un contrat avec Microsoft. Mais mettre des fiches de paie, mettre des rapports financiers, mettre des photos d'enfants, tout ça, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il y a une règle de protection de données, le GDPR en Union européenne et le California Consumer Protection Act aux États-Unis. On espère avoir la même chose chez nous en Nord-Afrique et au Moyen-Orient aussi. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ont déjà en fait des décrets de loi qui sont relatifs à ça. Ils sont très stricts à propos. Pour la Tunisie, on a une loi pour la protection de données, mais cependant, je ne cache pas qu'il faut avoir des règles qui sont d'autant plus strictes, surtout dans cette utilisation massive de données. Imagine quelqu'un qui partage le CRM avec, le CRM c'est le Customer Relationship Manager. Donc le CRM c'est la partie commerciale d'une entreprise. Il partage ça avec ChatGPT pour avoir des recommandations sur les règles de prix pour les clients. Mais ça, c'est confidentiel. Donc, il y a des règles, il y a une certaine formation qui doit être faite pour les équipes, et ça fait partie du AI for Everyone, ça fait partie de notre cours, pour maturiser les individus qui travaillent dans une entreprise, comment en fait faire usage de l'IA, profiter de l'IA, améliorer la performance grâce à l'IA, sans risquer en fait des pénalités relatives à la GDPR et autre chose. Il y a aussi la partie transparence. C'est très important de travailler avec des boîtes qui ont une transparence en ce qui concerne leur IA. DeepSeek, c'est du code ouvert. Manus aussi. Avec d'autres, tels que Claude, il exige, il met dans sa charte qu'il contrôle l'IA pour éviter tout ce qui est discrimination, tout ce qui est utilisation malveillante et tout ça. Avec d'autres IA, je ne vais pas citer des noms, malheureusement, c'est du black box. Donc, c'est très important si je décide, si par exemple, je dis n'importe quoi, Monet ou bien Walidine, ils ont une responsabilité de choisir les IA dans leur entreprise. Eh bien, il faut tenir en considération que ça soit un white box et non pas un black box afin d'éviter les problèmes de protection de données et tout ça. Finalement, tout ce qui est accountability, si on fait une décision, c'est pour ça qu'on n'a pas encore des véhicules autonomes. Ils sont prêts. Mais la question qui s'est posée, si on a un accident, quelques personnes meurent, malheureusement, eh ben, qui est responsable? Est-ce que c'est l'IA? Ou bien c'est le fabricant du véhicule? Ou bien c'est celui qui possède le véhicule? Ou bien celui qui conduit? Et là, c'est un dilemme. Et c'est pour ça, en fait, tout ce qui est responsabilité est en train de freiner l'adoption de l'IA. Jusqu'à ce qu'on arrive à des textes de loi, et ça va venir pour permettre, en fait, de définir les responsabilités. Est-ce qu'on va voir ça dans notre formation? Bien sûr, bien évidemment. Donc, l'objectif, en fait, de l'utilisation de l'IA dans vos activités, mes chers amis, c'est de pousser la créativité, d'améliorer les performances. Parce que moi, en tant qu'employé, si je suis en train de coder pendant 8 heures, j'ai plus le temps pour l'innovation. Si je suis en train de faire des tâches de routine pendant 12 heures, je suis déjà frustré. Donc, on ne parle plus de motivation, d'innovation. Donc, l'objet de l'IA, c'est de prendre ces tâches de routine, de vous aider en fait à générer le plus vite que possible des tâches qui prenaient des heures et des journées. Et ça permettra en fait de générer plus de temps pour l'innovation. De même, l'IA en elle-même peut être créative parce qu'à la base de ce qu'on a comme expérience humaine dans tout ce qui est artistique, vidéo, image, design, et c'est choses qu'on est en train de faire déjà chaque jour, avec les trends aussi, mais ça va entraîner l'IA. Maintenant, si on vérifie en fait avec Adobe, le fameux Photoshop, on a une couche IA qui s'est rajoutée qui est extraordinaire. Si on vérifie Canva, qui est un outil gratuit que vous pouvez utiliser, la couche IA est extraordinaire. Maintenant, on a même des outils spécifiques pour vidéo. ByteDance, ils ont déjà livré quelques outils qui ont flippé les fournisseurs en fait de contenu, ceux qui font les boîtes de com, les boîtes de production et tout ça. Donc, ça permet à un petit business qui a des capacités limitées
pourquoi pas, de générer du contenu publicitaire de qualité. Ça permet en fait à des boîtes avec des moyens limités de grandir très vite. Donc, l'IA, elle ne va pas remplacer la créativité, elle va la supporter, l'assister. Donc, vous serez avec votre agent IA des partenaires sur un projet créatif. Euh, Comment on peut construire une compétence dans ce monde IA qui fait peur? Pas mal de gens me posent chaque jour des questions. Emir, est-ce qu'on va perdre notre job? Mais qu'est-ce qui va se passer? Les machines, est-ce que c'est comme Terminator et Matrix et tout ça et compagnie? Ben, ce sont des lectures philosophiques finalement. Mais il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Dans l'évolution du .NET, ceux qui ont appris l'ordinateur, le web, les systèmes ERP, BI, ils ont trouvé un plan de carrière extraordinaire. Ceux qui ont refusé, ils sont bloc-notes et tout ça, ah bah ça se rate. Et c'est la même chose. Elle se développe. Donc au début, vidéos que j'ai vues et parfois j'ai peur, mais comment est-ce peut en fait dévoiler ce dogme, eh ben, il faut développer un plan de savoir. C'est comme une langue, on apprend bonjour, bonsoir au début, et ensuite on commence à articuler, à comprendre l'orthographe et les règles de la langue. Ça commence par des petits pas, comme tout dans ce monde. Et ça, c'est une leçon de morale qui n'est pas seulement reliée à la technologie, à n'importe quel domaine. Il faut tout simplement commencer. Le plus difficile des pas, c'est le démarrage. Donc on démarre avec des petites connaissances sur l'IA, sur les outils. On commence à avoir cette routine chaque jour, 30 minutes jusqu'à 1 heure. On fait du focus sur le concept de why, pourquoi je vais utiliser cette AI et comment je vais l'utiliser. Moi, je vais donner un exemple. Je vais prendre un exemple, par exemple, tout ce qui est healthcare. Comment je vais utiliser l'IA? Est-ce que j'utilise ChatGPT? C'est pas de confiance. Gemini, c'est mieux. Ou bien un outil IA académique qui est connecté aux librairies médicales de Cambridge ou bien de Berkeley ou bien n'importe quelle université. Maintenant, je connais l'outil, je connais le pourquoi, why, pourquoi je veux l'utiliser, et maintenant je vais apprendre le comment. Je commence tout d'abord avec des petits prompts, j'utilise un outil qui lit mes demandes et améliore mes prompts, et comme ça, on améliore l'utilisation et la connaissance sur l'IA. Finalement, la partie certification est importante aussi pour ceux qui sont ambitieux, qui veulent avoir non pas seulement des rôles d'exécutif sur l'utilisation de l'IA, qui veulent avoir un plan de carrière éminent, qui veulent saisir l'opportunité, avoir des certifs, c'est important en fait pour se surclasser sur le marché du travail. Je le dis franchement. Maintenant, la dernière chose dernière info, PwC Middle East and Africa ont fait un partenariat avec AI Cert. Donc, les consultants qui sont de renommée pour analyser le status quo des entreprises et proposer des solutions IA, c'est des gens qui seront AI Certified. Donc, le futur en fait de déploiement en fait des plans IA, c'est des consortiums, des organismes reconnus par des fournisseurs de technologies, les gouvernements et les business. Donc, c'est très important en fait de mettre ça comme un investissement. Investir en soi-même, c'est l'une des choses les plus importantes. Moi, je vous dis, il y a plein de perspectives d'investissement. Il y a ceux qui préfèrent le real estate, ceux qui préfèrent l'or, la crypto et tout ça. Mais il ne faut pas sous-estimer investir en soi-même parce que si l'or il te donne 10% d'augmentation de capital qui sera peut-être bien grignoté par une augmentation d'inflation, l'augmentation de savoir, ça va monter en exponentiel. Le retour sur ta vie, ton estime de soi et surtout ton plan de carrière qui va doubler et tripler tes capacités financières. Finalement, il faut être toujours curieux. Il faut avoir ces questions chaque jour. Chaque jour, je me dis, OK, au lieu de regarder un vidéo voilà, sur des memes ou bien d'autres choses qui vont faire perdre du temps, je préfère avoir 30 minutes en fait de IBM Watson, 15 minutes voilà, de NVIDIA, 10-15 minutes en fait de DeepSeek. Ça me permettra en fait d'augmenter, d'améliorer en fait mes capacités et mes connaissances. Finalement, les étapes de learning que je recommande pour tout le monde, c'est tout d'abord apprendre, lire, ensuite
utiliser, jouer avec l'outil, finalement appliquer et améliorer. J'ai pris tellement de votre temps, donc je vais accélérer un petit peu, les gars. Si vous avez des questions, les questions sont bienvenues. Donc, je vous invite tout d'abord à profiter du AI pour Everyone. D'ailleurs, on va offrir par tirage au sort une formation gratuite AI pour Everyone pour nos chers invités d'aujourd'hui. C'est une formation d'introduction qui n'est pas technique, c'est une formation qui va introduire l'IA, qui va faire comprendre les domaines d'application de l'IA, qui va rapprocher un petit peu voilà, la complexité de l'outil pour des applications business. Comme ça, chacun peut détecter en fait là où l'IA peut améliorer sa performance et son plan de carrière. Et ça commence tout d'abord par une introduction sur les types d'IA, l'utilisation de l'IA en action déjà dans le healthcare, la finance et les systèmes autonomes industriels et autres. Tout ce qui est éthique et sociétal concernant l'IA, le futur de l'IA, en fait, est-ce qu'on est prêt ou pas? C'est le gap analysis, c'est l'analyse en fait différentielle de l'état actuel et ce qu'on veut avoir avec l'IA. Tout ce qui est technologie existante avec decision tree, machine learning, neural network, etc. Et comment développer, tout en étant une personne qui n'est pas dans la technologie, comment créer un workflow avec l'IA. Moi, j'en connais quelques-uns de nos amis dans la conférence. Et je sais que quelques-uns sont dans le domaine du business, se posent des questions. Moi, je veux déployer immédiatement l'IA. C'est très facile à déployer, puisque c'est du plug and play, c'est plus du codage. Il faut juste avoir une architecture claire dans la tête. C'est très facile, en fait, de créer un project workflow grâce à l'IA. On va voir aussi des exemples de générative IA et quelques cas de pratique et comment démarrer avec l'IA. Si je suis dans une entreprise avec 200 personnes, je ne vais pas compliquer les choses à tout le monde. Je veux quand même une adoption de l'équipe. Je veux faire un plan de changement qui soit constructif et avec des résultats en 90%, on va dire, positifs. Et pour faire ça, on va voir ensemble, en fait, avec quoi commencer, quels sont les basiques qu'il faut faire, quelle est la transition qui doit être faite sur 3, 6 mois, 12 mois, afin d'y arriver à une préparation à l'IA. Bon, comment on peut assister à ce genre de formation? Comment on peut profiter? Eh ben, étant entrepreneur ou bien étant un professionnel ou étudiant, vous avez accès à l'LMS, Learning Management System de AI CERT. Tes compétences vous fournissent un accès en vue qu'on connaît le partenaire en fait de EASR sur Moyen-Orient et Afrique. On sera très ravis en fait de vous assister. Notre équipe technique sera là pour vous assister afin en fait de choisir le learning path. Rappelez-vous, on parle de 120, plus qu'une centaine de formations sur l'IA en général, business, technique et spécifique. Donc chacun aura certainement un learning path particulier pour lui. Pour quelqu'un qui travaille dans le secteur banquier, il aura un learning path spécifique. Pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie, healthcare, à chacun son learning path. Donc, nos assistants, notre équipe de support va vous assister en fait pour le choix de la formation. Cette formation que je recommande à tout le monde, c'est AI pour Everyone. Ça vous permet en fait d'augmenter votre connaissance sur les outils AI, de démarrer du moins l'utilisation de l'IA dans votre travail. Si tu es dans la recherche, dans l'IT ou n'importe quel domaine, tu auras du moins lancé durant la formation les 3-4 onglets sur ton browser qui te permettront en fait de gagner 2-3 heures par jour. Finalement, ça va éveiller ta conscience sur la partie éthique et partie données privées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Thank you very much, everyone. That was great to share with you this slide. Merci à tout le monde. I'd like to invite AI Search team to start actually the question answers. Have you got something for my French? Sorry, all the conference was in French because our audience was 100% French speakers. Right. Was that okay? Yes, that was okay. I can see people engaging in the chat box, so I can By understand the that way, people were actually having. Zoom offers
the real-time translation, Teams, Zoom, and the others. This is not surprising, you guys. Am I right? Because we are delivering an AI conference here. So I'd like to tell you that Zoom allows diverse ethnicity and language speakers to have same conference call thanks to the real-time translation. And soon we will have actually the vocal real-time translations with the tools because it exists already. It's commercial. It's for B2B for now. It's not for B2C. So we're gonna have soon as well the real-time translation, avatars, a 3D simulation to get ready for. Right, definitely. And also, I have the recording of the session, which will be shared with the participants as well. So I do have another chance to go through the entire session in the language I understand. So that is also an opportunity for me. Uh, so I would actually request the audience to drop in their questions or any doubts if they have. We'll be very happy to assist. Recording of the session and your participation certificates will be shared with you via an email shortly. So, yeah, please feel free to drop in your questions. Amir, I'll quickly take one of those questions that I already have. Uh, how do you see AI skills evolving over the next 2 to 3 years? Thank you very much. Thank you very much for the question. I'm getting actually right now consultations with various companies on how to evaluate and screen their HR in order to define learning path for them for their team members. I'm talking here about banks like Bank Al Jazeera in Saudi Arabia. I'm talking about Collins Aerospace in the UK. They are famous, actually, aerospace product developer in the UK. So the having skills related to AI will be actually to build that knowledge, and why not how to orchestrate, how to make a workflow, how to enable the agents. This will be part of your assessment, and the assessment will be done by machines, by the way. As you might see on LinkedIn when you apply for a job, et les compétences en IA, communiquer un email, un ERP, un petit... J'invite tout le monde à réseau afin de faire une montée en compétences. Ça va vous permettre en fait de non pas seulement de garder une vitesse de croisière de carrière, mais d'exceller, même dépasser un petit peu. The expectations will be higher thanks to a learning path, including knowledge about AI tools and techniques. Thank you very much. You have any other question? Thank you, Amir. I think for now we have only this question. I think one more is there. I'll just quickly take that up. Yeah. So it says like, how should we identify which learning path shall we take while starting with our AI journey? Very, very interesting question. Okay, for individuals, if you are interested in, there is a link I've shared in the chat of the webinar. C'est un lien que j'ai partagé sur le chatter de webinar qui permet en fait de voir toutes les certifications relatives à AI Certs. D'ailleurs, je recommande pas seulement ça. Il y a des formations gratuites qui existent sur d'autres plateformes telles que Nvidia, Microsoft et tout ça. Mais c'est des formations techniques pour Nvidia, techniques pour Microsoft, techniques pour IBM Watson, par exemple. C'est intéressant, mais c'est tellement technique pour ces technologies-là. Pour ceux qui sont intéressés par prendre les pas de l'initiation vers l'introduction à leur business, vous allez trouver sur le catalogue de AI Certs, sur le lien que j'ai partagé, vous allez trouver plus qu'une centaine de formations. Donc, il suffit de mettre un mot-clé relatif à votre domaine de travail, type finance, ou bien healthcare, ou bien gouvernement, ou bien sécurité, ou bien IT développement. Mettez ce mot-clé, automatiquement, ça va vous donner les 3-4 formations nécessaires pour votre learning path. Donc, ça peut être fait automatiquement par une recherche. Besoin d'assistance, notre équipe commerciale est là, Ayman assister en fait, pour vous donner les meilleurs en IA. Thank you very much.
Do we have any other questions? Thanks, Amir. No, I think with that, we are towards the end of the session. I would request the audience if they have any doubts, any questions. I have already shared the contact details in the chat box. Amir, if you can also share your email address in the chat box, people can reach out to you directly in case of any further assistance required. Once again, a big thank you for sharing these insights with us, Amir, today. And to all of you who has joined this session and made this session this engaging and wonderful. Thank you once again, everyone. Thank you very much indeed. Thanks AI Search for this opportunity, and hopefully we're gonna have several events to be planned in the future. We would be very happy to support our dear friends that have attended this event. Where we will share by the end of the day or tomorrow our free session that will be shared with one of the attendees. Our team will be sharing actually the winner of our session here. Thank you very much, AI Search, for the event, and I wish for everyone a nice evening. Merci tout le monde. Je vous remercie pour avoir assisté à cet événement et on reste en contact pour d'autres événements qui peuvent améliorer en fait notre avancement dans ce monde IA. يعطيكم الصحة الناس الكل. C'est un plaisir. Merci encore une fois et à la prochaine. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone.